Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 1er février 2019. Voici les titres du journal. Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, était en Savoie ce vendredi. Elle a visité le chantier du tunnel de base du Lyon-Turin et a rencontré les élus locaux et italiens. Une visite qui intervient alors que de nombreuses questions demeurent sur l'avenir du projet ferroviaire. Et puis une triple bonne nouvelle pour le biathlon français et une vraie reconnaissance du savoir-faire aux Savoyards. Annecy, le Grand Bornand, accueillera une étape de la Coupe du Monde du biathlon pendant 3 années consécutives, de 2019 à 2021. Les organisateurs avaient ouvert une conférence de presse pour présentation de l'événement. Mais avant de développer ces titres, la procureure de la République et le sous-préfet d'Albertville ont tenu une conférence de presse ce jeudi à propos de l'incendie qui a fait 2 morts le 20 janvier dernier à Courchevel. Aucune déclaration en rapport avec l'enquête n'a été faite, mais Anne Gache et Frédéric Loiseau ont annoncé la création pour la première fois en Savoie d'un comité local d'aide aux victimes. On écoute Anne Gache au micro de Juliette Vincent. Ce qu'on tire en général quand on est face à des victimes, c'est-à-dire on voit leur désarroi, leurs difficultés, leur tristesse. Et ça donne peut-être encore plus envie d'ailleurs de se mobiliser. Je crois que l'idée de ce CLAV, de ce comité local d'aide aux victimes, c'est ça. C'est répondre à leur détresse du mieux qu'on peut. Il y aura un espace dédié à Courchevel 1850 qui sera pour une forme de permanence où viendront des avocats, des psychologues qui répondront aux demandes des victimes qui se présenteront sur place. C'est tout l'intérêt de ce dispositif. Il y a aussi les autorités consulaires qui ont été mobilisées, qui sont présentes, qui peuvent intervenir en tant que de besoin pour l'ensemble des personnes étrangères qui ont été victimes de ce drame. Et d'une manière générale, c'est l'assurance que chaque besoin sera pris en charge. Et de pouvoir les suivre dans l'immédiat et aussi sur un plus long terme. Une visite ministérielle ce vendredi en Savoie. Si les travaux d'excavation du tunnel du futur tracé ferroviaire Lyon-Turel avancent bien, de nombreuses questions demeurent. Les accès et les tracés hors tunnel font notamment partie des points qui divisent. Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, est venue sur le chantier ce vendredi avant de rencontrer les élus locaux et italiens. On regarde le reportage d'Emmanuel Jaude. Mètre par mètre, le chantier du Lyon-Turin avance. Sur le site de Saint-Martin-de-la-Porte, le tunnelier continue inlassablement de grignoter la roche tout en sécurisant la galerie. Donc c'est une machine qui fait 130 mètres de long. Et ce que vous voyez, c'est la machine qui a creusé sur 1,50 m environ. Et une fois que ce creusement a été réalisé, on arrête la machine pour poser un anneau de béton qui fait 1,50 m de long. Donc on fait une progression dans la roche d'1,50 m et on s'arrête pour mettre un anneau de béton et on recommence. Et la machine, pour avancer, s'appuie sur ces anneaux de béton pour imprimer la force pour pénétrer dans le massif. À un rythme de 15 mètres par jour, le tunnelier nécessite une vingtaine de personnes pour son fonctionnement. Une machine bien huilée qui a d'ailleurs atteint son rythme de croisière. Sur ce chantier spécifiquement, on en est plus qu'à la moitié puisque sur les 9 km, on a percé 6,5 km. Sur le projet Lyon-Turin, on en est au début de la construction puisqu'il y aura 7 autres machines comme celle-ci à faire travailler pour percer l'ensemble du tunnel de base du Mont-Cenis. La roue vient découper la roche et les morceaux de roche sont ensuite évacués par la bande transporteuse qui passe sous nos pieds pour rejoindre donc la plateforme de chantier et ensuite les sites de dépôt de matériaux. Et donc le revêtement en béton que nous voyons, il est constitué donc effectivement de ce qu'on appelle des voussoirs préfabriqués. Il faut 7 voussoirs pour faire un anneau complet d'1,50 m de tunnel. Pourtant, si l'excavation avance bien, de nombreuses questions se posent encore sur le tracé hors tunnel et sur les accès. Des points au centre de la visite de la ministre des Transports qui s'était déplacée pour l'occasion. Il y a évidemment des enjeux importants, de s'assurer qu'au moment de la mise en service du tunnel, on pourra bien avoir le bon acheminement des marchandises pour ce tunnel. Il y a aussi des enjeux très importants sur les voyageurs, sur les transports du quotidien. On a des lignes dans la région qui méritent certainement d'être améliorées. Donc c'est l'ensemble de ces besoins qu'il faut appréhender pour décider ensemble les bons aménagements à la fois à court terme, des améliorations rapides notamment pour les voyageurs et puis donner de la perspective dans la durée sur les travaux qui devront être réalisés sur les accès. Il reste toutefois encore un peu de temps pour trouver les meilleures alternatives possibles. L'ouvrage d'un coût total de 8,6 milliards d'euros devrait être mis en service à l'horizon 2030. Le domaine de la Rosière, espace San Bernardo, s'agrandit.
Effectivement, l'inauguration officielle de l'extension du Mont Valaisan s'est déroulée ce vendredi matin, malgré la météo. Située sur la partie française du domaine skiable, ces nouveaux aménagements sont un réel atout pour la station qui a investi 13,5 millions d'euros. Ces nouveautés vont ainsi permettre d'attirer davantage de clients. Les Italiens sont particulièrement ciblés puisque la station est en connexion entre les deux pays. Juliette Vincent-Seigné était sur place. Nous sommes au pied de la station La Rosière en Tarentaise. Nous étions venus pour l'inauguration du domaine Mont Valaisan qui a ouvert en décembre 2018. Malheureusement, l'inauguration ne peut pas se faire sur les pistes à cause des conditions climatiques qui sont vraiment extrêmes puisque le risque d'avalanche est au plus haut. La station a donc décidé de faire l'inauguration dans un restaurant de la station. Ce sont les aléas de la montagne, mais la station garde le sourire. On s'est adapté, on fait ça au chaud, à l'abri. Et puis le soleil revient demain et nos skieurs ont largement l'occasion de rattraper cette journée un petit peu plus triste aujourd'hui. Les prochains vacanciers pourront en effet profiter d'une nouvelle extension. Un avantage pour la station qui manquait de pistes techniques en altitude. On a créé 2 télésièges débrayables 6 places, 5 nouvelles pistes de ski et un point culminant maintenant à 2800 mètres d'altitude. On se rend compte que les skieurs qui viennent à la Rosière ont un niveau plus élevé, un côté un peu plus hors piste aussi, et puis on voit que le regard change sur la Rosière, que ce soit des tour opérateurs, que ce soit des professionnels du milieu de la montagne. On est rentré dans le cercle fermé des grandes stations de ski françaises. 2 étés de travaux ont été nécessaires pour créer cette nouvelle offre. Une évolution qui a permis la création de 18 nouveaux emplois, un plus pour l'avenir des enfants de la vallée. Un mot de politique. Une page va se tourner à Annecy-le-Vieux. Dans un entretien accordé au Dauphiné libéré, Bernard Accoyer annonce qu'il ne se présentera pas aux élections municipales de 2020. Maire de la commune depuis 1989, l'ancien président de l'Assemblée nationale ne briguera donc pas un 6e mandat consécutif. La polémique enfle du côté de Passy. Il y a quelques jours, une nouvelle étude recommandée par le collectif d'habitants Colère Pure dans la vallée de l'Arve montrait que des taux de dioxine et de furane à proximité de l'incinérateur de Passy étaient particulièrement élevés. Des taux qui révélaient notamment la présence de contaminants chimiques toxiques. Un constat alarmant pour les uns, une étude peu fiable pour les autres. Nous avons voulu faire le point. Fanette de Buisson. Depuis quelques jours, il y a comme un air de discorde dans la vallée. L'étude commandée par le collectif Colère Pure au laboratoire Micropolluants Technologies pointe une concentration préoccupante de composés chimiques particulièrement toxiques. Il est question de dioxine et de furane. L'incinérateur de Passy est montré du doigt par des habitants inquiets. Cette étude a confirmé en fin de compte tout ce qu'on peut imaginer comme cocktail qu'on peut respirer ici. Mon état de santé, je le vois qui s'aggrave effectivement, mais le souci, c'est qu'il y a plus en plus d'enfants malades. L'exploitant affiche des chiffres très différents. Depuis 2013, les normes sont plus restrictives et 18 millions d'euros ont été investis sur le site de Passy. Sous la vigilance de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, une 50aine de contrôles est réalisée sur l'incinérateur par an. Tout ça obéit à un protocole extrêmement strict, puisque vous avez en fait un labo indépendant qui vient mettre en place la cartouche vierge, qui vient démonter l'autre et l'extraire. Et ensuite, c'est un autre labo indépendant qui va faire les analyses de la cartouche qui a été utilisée pendant 28 jours. Ces cartouches tendent à démontrer que les rejetés de dioxine au niveau de l'atmosphère sont extrêmement faibles. On a là ici d'ailleurs un graphique avec en partie supérieure la norme de rejet de 0,1 nanogramme par normomètre cube. Et vous avez ici les mesures permanentes qui sont faites au niveau de cette cartouche. L'État s'appuie, lui, sur Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour procéder à une analyse conjointe. L'Observatoire agréé pour la surveillance de la qualité de l'air gère depuis 2006 un programme de surveillance des dioxines et métaux lourds. Il n'y a pas, que ce soit au niveau de l'émission de l'usine d'incinération ou au niveau des retombées de cette émission sur l'environnement, de risques avérés pour la santé des populations riveraines. Une bataille des chiffres et des méthodes qui intervient alors que le 2e volet du plan de protection de l'atmosphère sera mis en place au cours de l'année. L'enquête publique s'est terminée il y a quelques jours seulement. Le collectif d'habitants en attend beaucoup. L'effet cocktail doit être maintenant pris en compte, étudié au niveau de l'impact sanitaire sur la population et en fonction des impacts, effectivement, prendre les bonnes décisions pour agir. Parce qu'on ne pourra pas éternellement, effectivement, prendre des mesures de protection, c'est-à-dire aux gens, restez chez vous quand il y a un pic. Et il faut vraiment s'attaquer aux sources de pollution, que ce soit les pics, comme la pollution chronique. Et on sait depuis 3 ans que la pollution chronique, c'est elle qui a le plus d'impact sanitaire. L'enjeu est de taille.
Un chiffre ne se discute pas, 160 000. 160 000 habitants respirent l'air de la vallée de l'Arve tous les jours. On termine ce journal avec du sport. Les amateurs de biathlon peuvent se frotter les mains. Le Grand Bornand va accueillir une étape de la Coupe du Monde de biathlon pendant 3 années consécutives. Une très bonne nouvelle pour le territoire et une vraie reconnaissance du savoir-faire aux Savoyards. Une conférence de presse de présentation de l'événement était organisée cette semaine. Reportage. C'est un véritable coup de maître pour Annecy le Grand Bornand. Après les succès de 2013 et 2017, le stade Sylvie Bécart accueillera donc 3 étapes de Coupe du Monde de biathlon de 2019 à 2021. Implanté en plein cœur du village, le site au Savoyard est devenu au fil des années une des valeurs sûres du circuit, grâce notamment à son côté temporaire et démontable. Pendant des décennies, l'IBU a un peu forcé les organisateurs à construire sur des hectares, des stades aux normes qui vivent une fois par an dans le meilleur des cas. Et ce projet, qui a suscité quelques réticences au départ, a vite fait changer un peu l'esprit des gens vers une orientation développement durable qui est pour laquelle l'IBU trouve intéressant de s'associer. Près de 60 000 spectateurs seront attendus au Grand Bornand pour acclamer et encourager les meilleurs biathlètes de la planète. Ce mardi, les organisateurs ont présenté les contours de cet événement qui dépasse le simple cadre sportif. C'est une semaine de compétition, c'est beaucoup d'athlètes qui viennent, c'est aussi beaucoup d'hébergements qui sont sur place, c'est aussi la manière d'accueillir beaucoup de personnalités donc sur ce genre d'épreuve qui suivent particulièrement cette épreuve et on estime que l'économie circulaire générée est de l'ordre de 4 millions d'euros. Pour toute l'équipe de France, l'assurance de disputer 3 années de suite une étape de Coupe du Monde à domicile est une vraie bonne nouvelle. C'est toujours un immense plaisir, c'est quelque chose qui porte, ça transcende, ça donne envie de donner encore plus parce que c'est vraiment le moment où il y a la famille, les amis et tous les supporters qui peuvent venir voir les athlètes, les encourager. Et donc c'est vraiment que du positif. Avec cette triple attribution et de manière plus générale, c'est le savoir-faire français en matière d'organisation qui est récompensé par l'IBU, la Fédération internationale de biathlon. C'est une fierté, c'est une vraie stratégie mise en œuvre. Quand au mois de décembre, on a toutes les Coupes du Monde en ski alpin, à Val d'Isère, à Courchevel, en ski cross à Val Thorens, maintenant le Grand Bornand pour le biathlon, eh bien le ski mondial, c'est chez nous au mois de décembre. Fortement soutenu par la région Aura, le conseil départemental de Haute-Savoie et Savoie-Mont-Blanc Tourisme, Annecy le Grand Bornand promet d'être une belle vitrine pour notre territoire. Rendez-vous du 16 au 22 décembre 2019 pour la première édition de ce triptyque bornandin. C'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Fanette, je te laisse conclure. Lundi, vous avez rendez-vous avec Victoria pour le journal.